Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Vous êtes avocat, président, fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Votre regard sur l'insécurité en France ce dimanche nous intéresse plus particulièrement, le pays venant de vivre une semaine, si j'ose dire, orange mécanique. L'agression au couteau d'une prof par un élève de 14 ans ayant prémédité son acte, le tabassage en règle de plusieurs jeunes par d'autres jeunes, avec de surcroît des policiers sur place qui ne savent plus quoi faire. Ce sont eux qui disent ça. Le ministère de l'Intérieur a présenté les chiffres de la délinquance, celui aussi des refus d'obtempérer. Tous les voyants sont au rouge. Mais Laurent Nunez tempère, aussi bien qu'Emmanuel Macron, qui met la violence sur le compte des réseaux sociaux. Comment réagit l'avocat que vous êtes, qui fait le diagnostic dans toute la France ? Ça a été le cas et c'est la somme de votre dernier livre, Le choc ou la chute, qui a été publié en octobre dernier. Pour vous interroger ce matin, Christophe Jacobizine des Échos. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Il y a plus de 10 ans, Laurent Berton publiait un livre intitulé La France orange mécanique, un livre effroyablement visionnaire sur la décomposition de l'autorité en France, sur le décuplement de la violence, sa banalisation, voire dans certains quartiers son culte pour mettre à terre une société civilisée. Votre constat, on peut le trouver en librairie, Thibaut de Montbrial, ça s'appelle Le choc ou la chute, aux éditions de l'Observatoire. Je note d'ailleurs que nos confrères du Journal du Dimanche ce matin titrent sur la violence des mineurs face aux nouveaux barbares. C'est le titre du JDD ce matin. Et les deux faits marquants de la semaine, ce sont l'agression au couteau de cette professeure à Sanary-sur-Mer par un élève de 14 ans et le tabassage pour la troisième fois consécutive par les mêmes individus de Théo, 19 ans, à Lyon, les jeunes ayant été relâchés et restés libres sous contrôle judiciaire. Dans la première affaire, nous voici donc face à un jeune de 14 ans, collection d'armes blanches chez lui, un passif familial qui devait être exploité par un suivi socio-éducatif, qui s'était renseigné sur Internet pour savoir quelle est la différence entre meurtre et assassinat, qui a donc avoué avoir prémédité son acte. Thibaut de Montbrial, ça fait beaucoup de choses dans le cerveau d'un gamin de 14 ans. Ce qui est terrifiant, c'est que les événements de cette nature s'enchaînent, que le constat maintenant est assez largement partagé. L'augmentation de cette violence terrifiante, le fait que les digues sont en train de craquer. Parce qu'en fait, avant de rentrer dans les détails, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis quelques années, et avec une spectaculaire accélération après la crise sanitaire de 2020, les digues sont en train de craquer. Vous avez parlé des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur pour l'année 2025. On a exactement 15 meurtres ou tentatives de meurtre, ce qui est la même chose. Un meurtre, c'est une tentative qui a réussi par jour. Et on a un acte de violence physique hors violence intrafamiliale toutes les 2 minutes 30. Donc ça, c'est la société française aujourd'hui. Maintenant, vous parlez, et à juste raison, quand on voit l'actualité dramatique de cette semaine, des mineurs. La violence des mineurs, me semble-t-il, se résoudra de deux façons. D'abord, à titre préalable, elle ne se résoudra pas en disant que c'est la fatalité et que ça continuera à arriver quoi qu'il arrive, comme l'a dit le ministre de l'Enseignement. Il n'a pas dit que ça, mais c'était tout de même une phrase un petit peu malheureuse. Édouard Coffret. Ensuite, pour moi, il faut prendre à bras-le-corps le problème avec deux grands piliers qui permettraient, mais en prenant du temps, de corriger cette trajectoire catastrophique. Le premier, c'est celui que je prône, c'est une expression que j'aurais dû breveter, j'aurais gagné beaucoup d'argent, un choc d'autorité. Ce choc d'autorité, pour ce qui concerne les mineurs, à mon sens, il consiste à, dès le premier délit grave, c'est-à-dire dès la première atteinte aux personnes, avoir mécaniquement une période de privation de liberté, extrêmement courte si les faits ne sont pas si graves que ça. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ah non, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. C'est-à-dire que la première fois que se produit quelque chose et que le casier du jeune est vierge, entre guillemets, il a le droit à quoi ? Une seconde chance ? Ah mais en théorie, il est tout à fait éligible à une peine de prison. Mais comme ça fait des années que les gardes des Sceaux successifs et les présidents successifs ont considéré, dans une vision catastrophique du rapport à l'autorité, que les peines de prison courtes devaient être supprimées, on se retrouve avec un certain nombre de situations où les juges estiment que ce qu'a fait le jeune n'est pas suffisamment grave pour aller en prison.
Et donc, le jeune ne sent pas, parce que c'est ça le sujet, ne sent pas la réponse de la société. Mais justement votre livre auquel on faisait référence, c'est assez récent, mais il y a une dizaine d'années ou autour de ça, vous avez publié un autre ouvrage sur la question de la chute de l'autorité. Oui. L'excellent livre dont on a parlé aussi de Laurent Oberton sur la France Orange Mécanique, c'est pas récent non plus. Maurice Berger, j'allais vous en parler. Donc fait la même analyse que vous sur la nécessaire sanction. Ce diagnostic semble s'imposer par les meilleures autorités et pourtant, globalement, le système résiste. Comment l'expliquez-vous? Et c'est ça que moi je ne comprends pas. C'est que le système résiste alors que, si on continue à aller dans votre sens, quand on regarde les sondages d'opinion sur les questions de sécurité, quelles que soient les sensibilités politiques, y compris les sensibilités politiques les plus à gauche, sont plus de 50% à souhaiter un retour de l'autorité. Donc je ne m'explique pas cette incapacité récurrente des plus hautes autorités de l'État à prendre à bras-le-corps cette problématique. Il y a des efforts, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Par exemple, le projet de loi que Gérald Darmanin espère présenter au printemps prévoit des peines de prison de moins d'un mois notamment pour ce type de délinquance. Mais si vous permettez, je voudrais finir le développement. Je vous ai dit qu'il y avait deux piliers. Un, donc, ce choc d'autorité avec, et c'est fondamental, le fait que tout jeune qui commet un acte de violence, et lorsqu'il est interpellé, soit immédiatement sanctionné par quelque chose qui l'impacte dans sa vie. Ça peut être une privation de liberté courte, ça peut être une amende pas forcément très élevée, mais dont on s'assure qu'elle soit recouvrée. Il faut que ça lui fasse quelque chose. Ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça matérialise aux yeux du jeune le fait que tout ce que les gens autour de lui auront dit, parce qu'il y a des gens qui parlent aux jeunes. Ça lui enlève son sentiment d'impunité qui existe en ce moment. Parce que ne pas faire crée le sentiment d'impunité. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent aux jeunes « fais pas le con ». Il y en a plein qui disent « attention, tu risques d'avoir des problèmes, d'aller en prison, etc. » Mais si, au moment où il est confronté pour la première fois à la justice, il n'y a pas un seul jeune qui va la fleur au fusil devant un juge. Hein. Il se dit « oulala, là c'est la première fois que le système m'a chopé, comment ça va se passer ?» Mais si l'impression c'est qu'il ne se passe rien, à ce moment-là, ça renforce le sentiment d'impunité. Est-ce que vous avez des exemples à l'étranger où cette politique, effectivement, dès la première infraction, on sanctionne, où ça a fonctionné? Oui, alors le plus connu, c'est les Pays-Bas, qui a à ce point bien fonctionné que la correction de trajectoire initiale sur la délinquance d'un certain nombre de jeunes a conduit à une baisse mécanique de la délinquance ensuite et à cette situation qui nous fait rêver, nous, à quelques centaines de kilomètres, qui est qu'il y a des places de prison qui sont vides aux Pays-Bas. Alors, on pourrait d'ailleurs leur en emprunter quelques-unes. Mais le deuxième point, si vous voulez, parce que c'est indissociable, je finis juste le raisonnement. Un, choc d'autorité, premier délit égale sanction qui fasse quelque chose aux jeunes pour lui apprendre que les lignes rouges que la société a tracées seront respectées. Mais deux, et c'est indissociable, c'est pas en mettant des gendarmes devant tous les collèges et les lycées qu'on évitera le genre d'événement qui s'est passé cette semaine. Parce que par ailleurs, il faut reconstruire des jeunes Français ou des jeunes qui vivent en France qui est un minimum de densité. Vous citiez, Mathieu Bock-Côté, le professeur Maurice Berger. Ce que dit ce pédopsychiatre absolument formidable, qui est expert judiciaire, c'est qu'aujourd'hui, quand il interroge des jeunes auteurs de violences parfois très graves, eh bien, il a l'impression d'avoir des gens qui sont creux, qui sont vides, mais sans empathie aucune, qui n'ont plus d'empathie et qui ont déshumanisé l'autre. Mais il faut recréer. C'est dû à quoi? C'est dû, comme le dit le président de la République, aux réseaux sociaux, au numérique, aux écrans, aux jeux vidéo. Il a dit que ça pouvait influencer. Quand il disait, il y a eu une longue interview du président de la République sur Brut, où on l'a vu notamment dire. Les jeux vidéo, il ne faut pas tout mélanger. Je ne suis pas sur tous les jeux vidéo, mais il y a certains jeux vidéo, il cite Fortnite, il dit, où les jeunes passent leur journée à tuer tout le monde. Et bien, d'une certaine manière, ça influe sur le cerveau du jeune. Alors, est-ce que je peux, et je suis désolé parce que c'est pas très... Allez-y, Thibault de Montbrial. C'est sympa pour le président de la République, mais je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Il confond les causes et les conséquences. La conséquence aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de jeunes sont dans les jeux vidéo, etc. Très bien. Pas très bien d'ailleurs, mais enfin, c'est une conséquence réelle. Mais la cause, c'est parce que la société et les institutions représentatives d'autorité dans la société, l'école, les patronages, les clubs de sport, etc., les familles évidemment, ont complètement délaissé leur part de rôle dans la construction d'un individu qui est la conscience de l'appartenance à un corps social. Mais à partir du moment, vous parlez de densité. Mais c'est là où je parle de densité. Et cette densité, on ne la recréera qu'en assumant
par l'éducation et par la culture, le fait que le rôle d'une société est aussi de former les jeunes. Mais imaginons, je partage votre analyse, mais imaginons qu'on prend votre diagnostic, on le traduit en politique. C'est une trentaine d'années, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Alors, ça se corrige. Le choc d'autorité, ça peut être rapide. La reconstruction culturelle, c'est une génération ou deux. Oui, c'est les deux. C'est-à-dire le choc d'autorité, pour moi, c'est 2 ou 3 ans. Et la reconstruction, c'est une génération, c'est 20 ans. Mais le plus tôt, d'abord... Donc il y a une génération perdue. Au moins une. Mais non, parce que... Alors, ouais, mais il faut. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui renonce. C'est-à-dire, je suis aujourd'hui engagé dans le débat public et de plus en plus parce que je suis effaré par la vacuité des politiques publiques successives depuis des années et parce que je rencontre tous les jours, moi, avec le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, j'en suis à 39 réunions publiques en 25 mois. Et j'ai rencontré quasiment 6000 personnes, plein d'élus locaux, etc. Je ne rencontre que des gens qui sont exaspérés par le fait que les décisions de bon sens, parce que tout ce dont on parle, c'est de bon sens, ne sont plus prises par l'espèce de superstructure, j'emprunte un instant à Marx, qui dirige le pays, c'est quelques centaines de milliers de personnes. Ce que vous dites, Pierre, est néanmoins vrai, c'est-à-dire qu'il y a une génération, selon votre analyse, si je comprends bien, il y a une génération dans laquelle on ne peut plus faire grand-chose, ils sont perdus. Il faut sauver la prochaine, mais celle qui est là en ce moment, ça rend compliqué. Alors, il faut sauver la prochaine, et celle-là, il faut essayer de rattraper ce qui peut être rattrapé. Et on peut ça. Je pense que oui. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va pas s'arrêter, sinon on n'avance pas. Non, mais on est obligé. Mais nous, on est obligé d'avancer, mais on est obligé de marquer une pause, cher on va marquer une pause. Donc, C'est une question de volontarisme, Pierre Devinou. Et dans un instant, on retrouve Thibaut de Montbrial et son volontarisme. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Thibaut de Montbrial. On parlait à l'instant de densité, aussi de voir quelles étaient les solutions d'arrimer les jeunes délinquants ou potentiels délinquants à une forme de culture, civilisation, tronc commun, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est ça le but du jeu. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. J'entendais le président de la République sur cette longue vidéo de Brut dire il faut renforcer. Moi, je veux bien renforcer, mais en attendant les portiques, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu un essai dans la région de Laurent Wauquiez. Et finalement, ça n'a pas donné grand-chose et on s'est aperçu que ça donnait une demi-heure de queue de plus le matin pour aller à l'école. Les fouilles de sac, on se souvient de cette surveillante de 31 ans à Nogent, en Haute-Marne, qui a été poursuivi par un ado qui a fini par être tué par lui. Comment on fait aujourd'hui, Thibaut de Montbrial? Mais si vous permettez, je ne vais pas me lancer dans un certain nombre de considérations tactiques qui ne sont que de l'exécution. Vous avez commencé votre question en disant il faut arrimer des jeunes à notre société, à notre République, à la France. Moi, c'est exactement ça. Tous nos jeunes, en plus. Tous nos jeunes. Pour moi, ça va être compliqué à faire, mais la ligne est assez simple à condition d'être capable de la regarder en face. Aujourd'hui, la façon qu'ont les islamistes, notamment les frères musulmans, de répandre leur idéologie en France, c'est de dire à peu près, pardon pour la caricature, mais de dire regarde les mécréants c'est nous, ils ne croient plus en rien, ce sont des consommateurs individualistes, pornographes, qui sont sans Dieu. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut réapprendre aux jeunes ce que c'est que la France pour pouvoir, pas à nouveau, mais pour pouvoir l'aimer. Je ne dis pas à nouveau parce que eux ne l'aiment pas. Quand j'ai plaidé pour la famille d'Arnaud Beltrame au procès de l'attentat de Trèbes-Carcassonne, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Arnaud était un héros français. Qui parmi les moins de 40 ans aujourd'hui connaît les héros français? Ernest Renan disait « La France est un héritage de gloire et de regrets ». Il faut assumer les deux. Il faut assumer les regrets. Il faut parler les yeux dans les yeux de cette période des colonies qu'on nous renvoie tout le temps à la figure pour dire c'était pas parfait, mais il y a des choses dont on peut parler. Mais surtout, maintenant, il faut avancer. Mais surtout, la gloire. Il faut parler de la gloire. Moi, quand j'étais gamin, j'ai appris à aimer la France. J'ai eu envie d'être militaire en lisant les bouquins d'histoire, en lisant Bayard, Du Guesclin, Jeanne d'Arc, etc. Aujourd'hui, vous parlez de Charles Martel, on vous menace de prison. On est dans une logique où tout ce qui fait qu'un jeune ait envie de s'approprier, de devenir un maillon supplémentaire de l'histoire millénaire de la France, n'a aucune raison de le devenir parce qu'il l'ignore complètement. Nous sommes un pays, il faut assumer, aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne, où on a le droit d'aimer qui on veut, où on a le droit de croire ou de ne pas croire. Mais l'enseignement, ils l'ont, Thibaut de Montbrial. Ils ont des cours d'histoire, mais pas comme ça. Et Pierre Devinou, pas comme ça. Regardez les livres d'histoire, pas comme ça. Pardon, mais pas comme ça. Moi, je dis parfois, et je dis souvent, il y a un truc qui est formidable, c'est le roman national. On me dit le roman national, c'est un truc de facho. D'abord, c'est un contresens historique. Le roman national, ce sont les hussards noirs de la République, au mi-temps de la fin du 19e et du début du 20e siècle, pour casser l'influence du clergé sur la politique en France, ce qui a abouti à la loi de 1905. Faisons
cette chose que la gauche a su faire pour reconstituer une conscience de ce que c'est que notre nation. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez vous, cela dit, il y a un hyper-volontarisme, je l'entends, mais vous avez donné l'exemple de Charles Martel. Ouais. Vu les changements démographiques qu'il y a en France aujourd'hui, est-ce que tout simplement, pour certains, Charles Martel, c'est tout simplement, c'était l'autre côté de la bataille, et donc ils regardent l'histoire, et si on leur parle de Charles Martel, ils vont dire, la prochaine fois, il ne gagnera pas. Est-ce qu'il n'y a pas des changements démographiques qui sont les nôtres aujourd'hui, ne rendent pas très difficile, peut-être même impossible, une partie de l'assimilation d'hier? Mais c'est parce que, Mathieu Bock-Côté, il y a un changement démographique qui est un énorme sujet qu'il faut se dépêcher d'arrimer cette nouvelle jeunesse à la République française. Parce que si on ne le fait pas, si on reste dans cette espèce de néant, de flottement de vide, à ce moment-là, cette part significative des enfants de l'immigration, et en particulier de l'immigration arabo-musulmane, la nature a horreur du vide. Si on ne les arrime pas à la France, à la République et à notre nation, et ils seront arrimés à un autre camp. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Il faut parler à ces jeunes. Il faut leur dire, OK, on s'en fout que tu sois musulman, que tu sois noir, jaune ou bleu, on va t'expliquer ce que c'est que la France. La France, elle est merveilleuse. Tu es là, et on va t'apprendre à l'aimer et à devenir un petit Français exactement comme les autres. C'est un objectif, qui est un objectif vital. Quand vous faites, vital. Ça passe par l'éducation, par les programmes? Bien sûr. Bien sûr, ça passe par l'éducation, vous avez tout à fait raison, ça passe par les programmes d'éducation. On me dit souvent, ouais, mais on va tous dire, on me dit souvent, les profs sont de gauche, ça marchera jamais, etc. Mais c'est pour ça que je vous ai rappelé il y a un instant cette histoire des hussards noirs de la République. Moi, je connais plein de profs qui sont des gens de gauche et qui viennent me voir quand je me balade en France et qui sont d'accord avec moi. Alors vous me direz, il y en a qui viennent pas me voir, ils sont pas d'accord avec moi. Mais on réécrit les programmes d'histoire, par exemple? Oui. Absolument, on réécrit les programmes d'histoire. Mais on assume, on explique pourquoi. Vous connaissez la formule de Toynbee qui dit 3 facteurs pèsent dans l'histoire: le nombre et le nombre. Oui. Quand le professeur, ça je pense qu'on a tous des tonnes de témoignages, un professeur devant sa classe est composé intégralement à la classe de jeunes issus de l'immigration, qui par ailleurs, pour de tristes raisons, s'identifient peu ou insuffisamment ou mal à la France. Oui, mais c'est ça le sujet. J'entends, mais le professeur seul peut-il tenir devant toute une classe qui démographiquement appartient mentalement à un autre monde? Est-ce que il suffit de décréter l'assimilation pour qu'elle fonctionne? Non. Mais il faut commencer quelque part. Et il faut que ces profs, avec ce nouveau programme, se sentent dans un ensemble qui pousse ou qui tire dans la même direction. Oui, mais lorsqu'il a peur pour lui, lorsqu'il s'excite ensemble, s'il aborde certains sujets, sa situation personnelle, il peut être en danger. Ce que vous dites, Mathieu Bock-Côté, c'est la réalité d'aujourd'hui. J'en ai conscience, on m'en parle tous les jours. Moi, ce que j'essaye de voir avec vous... On vous en parle surtout parce que vous défendez Mickaël Paty au procès dit Samuel Paty avec le prédicateur notamment qui fait beaucoup parler de lui, surtout par l'intermédiaire de son avocat. Je finis juste de répondre à Mathieu et je viens sur le procès Paty. Mais ce grand programme, cette révolution éducative et culturelle que j'appelle de mes voeux, ça n'est pas un seul élément. On ne va pas dire aux profs, tiens, on va changer le programme et puis allez-y, bon courage tout seul. C'est une prise de conscience globale dans la société. Évidemment, ça ne marchera pas en les laissant tout seuls, on est bien d'accord. Alors, pour parler de faire le lien avec le procès Paty, l'agression physique contre la professeure de français à Sanary, on l'a appris pendant l'audience. Ça a créé évidemment un effroi, d'autant plus que pendant quelques minutes, on ignorait les motivations de l'agresseur. Il y a eu un sentiment terrible de déjà-vu avec Samuel Paty, Dominique Bernard. Alors là, apparemment, c'était pas une motivation. La religion a été tout de suite exclue. Elle a été tout de suite exclue. Mais au procès Paty, ce qui est très intéressant, et ça fait le lien avec la question culturelle, c'est que moi, l'avocat du prédicateur, c'est Frioui, il m'intéresse pas parce que il m'intéresse pas comme personne. Ce qui m'intéresse, c'est la stratégie de défense de cet accusé. Or, cet accusé, qui a été condamné en première instance à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir délivré une fatwa numérique, c'est-à-dire pour avoir désigné dans une vidéo Samuel Paty comme cible anti-musulmane, etc., ce qui a abouti à sa décapitation par un jeune d'origine tchétchène. Sa défense, au lieu de se concentrer sur les arguments techniques qui pourraient jouer en sa faveur, les arguments juridiques, il a décidé, c'est Frioui, d'attaquer Samuel Paty. C'est-à-dire qu'on est dans l'inversion accusatoire classique. Oui, il l'accuse d'avoir discriminé les jeunes musulmans, d'avoir créé les conditions de sa décapitation. Il l'accuse exactement d'avoir créé les conditions de sa décapitation, il l'accuse de discrimination, et ce faisant, et c'est là où je voulais en venir, ce faisant, il y a là quelque chose de très grave, parce qu'il intègre sans doute sa future condamnation,
parce que c'est évident que ce système de défense n'a pas l'air de beaucoup impressionner. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours en matière judiciaire, mais on voit quand même que ce n'est pas un système de défense auquel les autres participants au procès, notamment les juges, ont l'air très réceptifs, mais on verra à la fin. Mais surtout, moi je pense que ce prédicateur se sent aujourd'hui suffisamment fort pour créer les conditions de devenir un martyr de la cause islamiste en prison. C'est-à-dire qu'il a intégré sa future condamnation et qu'il se dit, eh bien, il faut que je parle à la fraction radicalisée de la jeunesse qui vit en France pour passer pour un martyr et donc pour mettre un cran de plus sur la vague d'islamisation qui frappe notamment la jeunesse de notre pays. Je trouve ça extrêmement inquiétant qu'il pense même être suffisamment fort pour pouvoir le faire. Thibaut de Montbrial, deux choses. La première, c'est est-ce qu'on intègre aussi à la réflexion les parents sur un sondage CSA pour Europe 1, le JDD et CNews ce week-end, 81% des Français estiment que les parents sont responsables des crimes commis par leurs enfants mineurs. Oui, mais vous dites oui, mais ce n'est pas forcément on se demande qui sont les 19% l'opinion de tous les responsables politiques. Non, mais on se demande qui sont les 19% qui répondent que les parents ne sont pas responsables. Par nature, hein, les parents sont responsables de ce que font leurs enfants. Alors, ils ne sont pas tout seuls, mais ils ont une part de responsabilité. Ça a été dit par d'autres, mais quand dans certaines familles de culture, qui sont des cultures extra-européennes, on laisse les enfants, et en particulier les garçons, sortir, on n'est pas attentif, etc. On a une part de responsabilité sur ce qu'ils peuvent faire quand ils ne Alors, sont qu'est-ce qu'on fait contre les parents ? S'ils sont responsables, est-ce qu'on les prive ? Certains disent qu'il faut peut-être agir sur les logements sociaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il faut une graduation, mais le droit le permet déjà. Hein. Le droit permet tout ça déjà, les amendes, les privations de logements sociaux, etc. Je pense que ça s'inscrit dans une logique, mais là encore, c'est une vraie révolution, c'est une vraie révolution mentale qu'il faut dans ce pays, parce que ça ne marchera pas, rien ne marchera si on se contente de changer une brique. Ça marchera si on change l'ensemble des briques, et pour pouvoir changer l'ensemble des briques, il faut changer l'état d'esprit. Et ce que je trouve très intéressant, et votre sondage, le sondage que vous venez de rappeler le montre, c'est que les Français sont pour. Des gens qui se présenteraient à une élection nationale en équipe en disant on va remettre l'église au centre du village et on va faire un certain nombre de choses de bon sens, dans une direction globale qui serait celle dont on parle depuis le début de cet entretien, en associant tout le monde, en aidant, je pense, aurait une écoute attentive de la part du peuple. Et quand le ministre de l'Intérieur, qui s'est montré très ferme sur les refus d'obtempérer, les chiffres de la délinquance qui ont été dévoilés cette semaine, en revanche, sur une radio, dit non, on n'est pas dans une France orange mécanique, est-ce que c'est du déni ? Je pense, après, il y a la question de la formule. La formule, on peut en parler. On va en parler dans un instant, alors, parce que j'ai l'impression que ça apporte un développement un peu plus long. Thibaut de Montbrial est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. À tout de suite. Juste avant la pause, Thibaut de Montbrial, je vous demandais ce que vous pensiez de cette formule. Alors, on l'emprunte à Laurent Oberton, hein, la France orange mécanique. Le ministre de l'Intérieur, anciennement préfet de police, Laurent Nunez, a dit sur une radio dernièrement, non, la France n'est pas dans une période orange mécanique, il faut faire attention aux mots. Qu'est-ce que vous lui dites ? Est-ce que c'est du déni ? Je pense que Laurent Nunez, il n'est pas ministre de l'Intérieur depuis longtemps. Il est comptable. Il n'est comptable d'aucun bilan, il n'a pas de responsabilité. Mais il a été très ferme sur le bilan des 28 200 refus d'obtempérer, sur la hausse des homicides, des tentatives d'homicide. Après, on peut penser ce qu'on veut des formules, mais je pense que sur la dénonciation de la gravité de la situation, il n'y a pas de mal à le dire. Encore une fois, ce pays, l'une des choses dont crève ce pays, c'est de l'incapacité à dire les choses. Quand vous êtes médecin, si vous n'avez pas le droit d'utiliser certains mots dans le diagnostic, vous ne pourrez jamais ensuite prévoir le bon traitement. Alors, allons-y, vous dites, on peut penser ce qu'on peut des formules. Vous pensez quoi de la formule la France orange mécanique ? Quand vous regardez ce qui s'est passé cette semaine, et encore, on n'a pas parlé de la grenade qui s'est transformée en explosif pas dangereux dans la bouche du procureur, qui a été lancé dans un salon de coiffure ou de beauté à Grenoble. Quand vous prenez la liste de tout ce qui a été fait cette semaine, on ne va pas ennuyer les gens, de toute façon, ils le savent, c'est absolument terrifiant. C'est absolument terrifiant. Amine Kessassi, qui est exfiltré en urgence d'une réunion publique politique dans le cadre des élections municipales à Marseille, parce qu'un commando est annoncé prêt à venir rafaler dans le meeting politique. Non mais je veux dire, il faut quand même bien se rendre compte de quoi on parle. Vous donnez un exemple où il y a l'élément mafieux inhérent au narcotrafic, mais parce qu'il est indissociable, qui est en train de se développer à vitesse grand V en France. Mais c'est une des choses que je dénonce depuis longtemps, et je suis pendu au signal d'alarme, notamment dans mon livre,
c'est que depuis quelques années, et là c'est une courbe exponentielle, l'effondrement de l'autorité de l'État, évidemment la nature ayant horreur du vide, laisse la place notamment à une grande criminalité organisée, hyper violente et corruptrice. Parce que c'est ça le fond du problème. Le tabou alors sur les mots, sur les formules et en l'occurrence, référence à ce film de Kubrick qu'il faut voir ou revoir, Orange Mécanique. Il y a un problème avec ça? Je pense que, je ne sais pas, il faudrait lui demander, mais ce que je constate, c'est qu'il y a encore des gens qui sont proches du président de la République, parce que tout ça, pour moi, se rapproche à des questions de loyauté au président de la République, qui sont incapables de dire que le bilan depuis 8 ans et demi, il est catastrophique en matière de sécurité, de justice et d'immigration. La France a reculé partout. Elle a aussi d'ailleurs reculé sur les indicateurs économiques. Il y a toujours un débat aujourd'hui sur la délinquance, l'immigration. Y a-t-il un lien? Oui. Selon les personnels politiques que vous interrogez, certains disent oui, certains disent peut-être, certains disent pas du tout. Oui, mais il y aura toujours un débat pour savoir si c'est un verre d'eau ou un verre de lait. Mais sur les gens qui considèrent que c'est un verre de lait, on ne peut que dire qu'ils sont complètement en dehors de la réalité de ce pays aujourd'hui. Christophe Jacobisi. On parle de sécurité évidemment, mais la sécurité elle passe aussi par notre souveraineté au sens large, notre souveraineté économique, notre souveraineté énergétique. Absolument. Parce qu'en fait, notre indépendance, elle dépend de tout ça. Oui. Peut-être des exemples très concrets. L'énergie, par exemple, Sébastien Lecornu cette semaine doit faire un décret qui présente un peu notre loi de programmation énergétique des années qui viennent. Les Français, en tout cas le gouvernement, décident d'équilibrer entre le nucléaire et les renouvelables, alors que d'autres continents, comme les Américains, continuent à miser sur les énergies fossiles. On a raison de se dire que notre indépendance passera par le nucléaire et les renouvelables? D'abord, il y a deux préalables à la réponse, et la réponse va arriver très vite. C'est que, on vit dans un monde de plus en plus instable, où les alliances sont de plus en plus remises en cause. Donc, il faut absolument se dépêcher de renforcer nos souverainetés, quelles qu'elles soient, premièrement. Deuxièmement, on a une chance absolument majeure, c'est notre parc nucléaire, que l'on doit au général de Gaulle, et c'est une chance absolue. Donc, c'est rare qu'il y ait un domaine où on est... qu'on soit sûr de savoir toujours faire des centrales. Alors, parce qu'il y a eu cette folie absolue, qu'on n'a jamais assez souligné, du tournant de 2012, où le président de la République de l'époque, François Hollande, a voulu faire plaisir aux écolos politiques pour vraiment une histoire d'un plat de lentilles politique, et a sacrifié 10 ans de développement, de développement nucléaire, y compris d'ailleurs le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le programme Astrid, qui était un programme de développement de la technologie d'après en matière nucléaire, a été mis de côté pendant des années. On a perdu du temps et du savoir-faire. Mais aujourd'hui, il faut parler d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut avoir aussi à l'esprit, ce qui est sous-jacent à votre question, que le développement de l'intelligence artificielle va nécessiter en soi 25% d'énergie en plus. D'électricité en plus. D'électricité en plus. Donc il faut que les gens se rendent compte que la France va avoir besoin, dans les années qui viennent, de 25%. C'est énorme, ça fait un quart. En plus qu'il y a plein de projets de data center en France, parce que justement, on a une électricité souveraine. Et absolument. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il faut aller à fond sur le nucléaire, qui est une énergie décarbonée. Encore folie de l'Europe d'avoir considéré pendant des années que le nucléaire n'était pas décarboné. Et les renouvelables, photovoltaïques, les éoliennes? Mais les renouvelables, on ne peut pas les abandonner d'un coup. Sur les éoliennes, moi je lis des choses qui sont très contradictoires en termes de coûts, de coûts même écologiques sur ce qu'on fait une fois qu'elles sont en fin de vie. Mais je pense qu'il faut également garder un plan B. Mais cela dit, la majeure partie de l'effort doit aller sur nos points forts. On a cette chance extraordinaire d'avoir un programme électronucléaire formidable. En matière économique, on voit la puissance américaine, notamment des GAFAM, des 7 magnifiques, toutes les entreprises de la tech, etc. L'Europe ou la France, comment on regagne cette souveraineté industrielle et technologique? Alors d'abord, on l'a perdue. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien dire aux Français, c'est que les résultats de ces dernières années sont catastrophiques. La France est devenue le 34e pays au monde. Elle a descendu à la 34e place de la richesse par habitant. On est 7 points en dessous de la moyenne européenne. Donc on est vraiment, si vous me permettez cette expression, un peu à la ramasse. Et il est temps, là encore, de redresser notre pays. Et la souveraineté économique, moi j'ai un credo qui est nourrie par tous les gens que je rencontre, elle passera par un grand plan, mais un plan réel, pas juste des annonces. Par un choc d'autorité, en fait. Alors, il y a un choc d'autorité économique aussi. Vous avez tout à fait raison, par un choc d'autorité économique. Et je pense que la locomotive de ce choc d'autorité économique, ça doit être l'industrie de défense. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup d'annonces, etc. Quand on parle avec les industriels, il y a beaucoup d'annonces, mais il n'y a pas de commandes. Donc il est temps de se retrousser les manches
Et ce qui est important de savoir, c'est que compte tenu de la technicité des questions d'armement, il y aura une capillarité, c'est-à-dire que la plus-value que nous en retirerons d'un point de vue strictement militaire se déclinera évidemment dans l'ensemble du champ de l'économie. Mais ça veut dire, et on revient un instant à l'éducation, qu'il faut préparer nos jeunes aux métiers de demain qui seront utiles à cette nouvelle industrie. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'avoir 98% des Français qui aient un bac plus 5, surtout quand le bac plus 5 équivaut au bac plus 2 d'il y a 30 ans, mais on va avoir besoin de gens qui sont capables d'avoir des métiers manuels, des métiers qui sont les métiers indispensables au développement, à la résurgence d'une souveraineté industrielle en France. Une question, puisque vous parlez de défense, quelle est la plus grande menace, le désengagement américain ou la menace russe ? Les deux sont un peu liés. Je pense qu'il y a une problématique russe. Il faut jamais oublier que plus tard, la Russie sera toujours là et qu'il faudra lui parler. Mais on lui parlera d'autant plus qu'on sera fort. Hein. La Russie est dans une logique prédatrice et les prédateurs respectent les forts. Je pense qu'il y a une menace dont on ne parle pas assez, qui est la menace algérienne. Qui est un énorme sujet au sein des services de renseignement et au sein des armées. L'Algérie, aujourd'hui, c'est le pays qui est le plus lancé dans des œuvres de déstabilisation en France, par ses influenceurs, par ses réseaux diplomatiques. Et puis, il faut faire attention dans le cadre de l'actualité au réseau des gardiens de la révolution iraniens. Si jamais il devait y avoir une guerre au Moyen-Orient, il est tout à fait possible que nous en subissions quelques effets néfastes sur notre territoire en Europe. Et de ce point de vue, lorsqu'on parle des menaces existentielles, probablement que la question islamiste n'est-elle pas la première, d'autant qu'elle est déjà présente sur le territoire. Non, mais ça, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on peut spéculer sur la Russie, le Groenland, tout ça est fondamental, tout ça est important, mais l'autre menace, elle est déjà présente. La vraie menace vitale aujourd'hui pour la France, c'est la menace islamiste. Et s'il devait y avoir une complication des relations internationales avec des tensions de plus en plus élevées, il est absolument certain que nos compétiteurs, comme on dit dans la novlangue militaire, donc nos ennemis, utiliseraient ces failles et ces faiblesses françaises et manipuleraient les masses islamistes qui, en France, sont dans cette logique de déstabilisation. Mais encore une fois, attention à l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est lié à l'islamisme. Alors, l'Algérie et puis aussi la Syrie, vous avez récemment tweeté le risque de retour en France de djihadistes, risque très élevé, mettez-vous, je vous cite. Et on ne parle pas de 3 égarés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis que les forces gouvernementales syriennes, qui sont maintenant aux ordres de l'ancien patron d'Al-Qaïda sur zone pendant 10 ans, qui a changé de nom, mais dont on n'est pas complètement certain qu'il ait changé profondément d'idéologie, depuis qu'elles sont allées faire la guerre au nord de la Syrie pour reprendre des territoires aux Kurdes, eh bien, il y a des camps qui étaient gardés par les Kurdes, dans lesquels il y avait des djihadistes occidentaux, pas seulement français, qu'il y a un premier camp qui est tombé, et que d'ores et déjà, il y a un certain nombre de djihadistes, dont des Français, mais on parle du danger des Français, mais il y a aussi tous les francophones, les Belges, les djihadistes du Maghreb, tout ça, c'est des gens qui ressemblent à 15% de la population française. Et ça, c'est une force de réserve, une menace aujourd'hui sur l'Europe ? C'est une énorme menace sur l'Europe, parce que c'est des gens dont rien n'indique qu'ils se soient déradicalisés, bien au contraire. Je pense que les années qu'ils ont passées dans des conditions difficiles dans les camps gardés par les Kurdes ont contribué à renforcer leur animosité. On m'a dit, moi, il y a des gens de renseignement qui m'ont dit qu'il y avait quand même eu la trace d'un certain nombre d'entre eux qui étaient d'ores et déjà perdus. Mais l'animosité, ça veut dire la préparation d'attentats ? Oui, l'animosité, ça veut dire l'envie de se venger et de venir continuer le travail qui a été interrompu. Donc de nouveaux Bataclan, potentiellement ? Je pense que nous risquons d'avoir, de par ces forces-là, des gens qui sont aguerris au combat, qui savent s'organiser, qui ont des connaissances en matière de logistique, de communication, qui peuvent avoir auprès d'une partie de la jeunesse française un regard, un œil bienveillant, voire attractif. Oui, bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque élevé. Alors, pardonnez cette question de sémantique, mais vous avez utilisé la formule des djihadistes français. Oui. Est-ce que ce terme-là ne nous montre pas que le mot français aujourd'hui a presque une double signification, une nationalité administrative et juridique, mais celui qui prend les armes contre son pays au nom d'une idéologie étrangère, qui cherche à tuer ses compatriotes, est-ce qu'il est encore français ou est-ce simplement un traître ? Alors, l'a-t-il même déjà été ? Non, mais c'est un traître. Bien sûr que c'est un traître. Mais surtout, on devrait pouvoir le traiter par un article du Code pénal qui n'est jamais utilisé et qui est l'intelligence avec une puissance étrangère, puisque dans le texte, la puissance est analysée comme soit un État, soit une organisation internationale. Et je pense, moi, qu'un certain nombre de gens
et notamment leurs complices sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité, devraient pouvoir être judiciarisés par cette peine qui est une peine, par ce crime. C'est un crime avec une peine de mémoire de 30 ans de réclusion criminelle. Je ne sais plus si c'est 30 ans ou perpétuité. En tout cas, c'est une des peines, un des crimes les plus réprimés, et on ne devrait pas se priver de cet outil. J'ajoute, parce que c'est important, que quand on parle de djihadistes français, moi je parle de francophones, parce que ce sont des gens qui ressemblent à une partie importante de notre population, qui parlent français et qui peuvent se fondre en France et en Europe dans des populations. Oui, la Belgique, pardon. Une dernière pause. La Belgique est perdue, si c'est ça la question. Une dernière pause, et on parlait de la Belgique, une dernière pause, et on se retrouve au grand rendez-vous. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. Chef, il y a un client qui voudrait du ketchup sur son turbo. L'argent, c'est compliqué à gagner, autant qu'il soit facile à gérer. Avec l'application Be4Bank, suivez votre solde en temps réel. Et en ce moment, jusqu'à 230 € offerts. Be4Bank. Oui, Vistaprint imprime des cartes de visite. Mais on imprime aussi ça, et ça, et bien plus pour devenir la marque préférée de vos clients et en faire vos plus grands fans. Tout s'imprime sur Vistaprint.fr. D'instinct, les chiens cachent leur douleur et leur malaise, et il est difficile de les détecter à temps. Si vous avez un chien, vous connaissez sûrement ce problème. C'est pour ça que je fais confiance à Tractive. Le collier connecté Tractive me permet de surveiller le rythme cardiaque et respiratoire de mon chien. S'il détecte des changements qui passeraient inaperçus, je peux consulter le vétérinaire à temps. Et si jamais mon chien fugue, je le retrouve en un clin d'œil grâce au GPS. Commandez-le sur tractive.com. Maintenant, à moins 30%. All these fancy clothes. I'm a big fine car now. Oh yes I do. I miss the big stuff. Just like you say I am. Mr. Big Stuff. Dacia Bigster, à partir de 24 990 €, est maintenant disponible en motorisation hybride 4x4 GPL boîte auto. Vous aussi, libérez vos boudins de porte avec EFI, spécialiste de la rénovation énergétique. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec l'avocat Thibault de Montbrial, qui est fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. À la sortie de votre livre Le choc ou la chute, en octobre dernier, Thibault de Montbrial, vous disiez que seule une force politique nouvelle, n'ayant pas encore exercé le pouvoir, j'allais dire vierge de toute responsabilité, pourrait amener le choc d'autorité auquel vous pensez. Vous pensez à quelle force d'autorité ? Je pense à une force qui sera composée de gens, soit qui viendront de la société civile, soit qui seront des élus locaux, soit pour quelques-uns qui seront sans doute des gens qui ont exercé des responsabilités, mais pas tant que ça. Mais il y a des forces politiques en France qui sont sur l'échiquier politique et qui n'ont pas encore exercé le pouvoir. Ouais, mais vous pensez à celle-ci aussi ? C'est possible, moi je ne lis pas dans l'avenir. Moi je lis dans votre livre, vous pensez à qui ? Dans mon livre, moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ça. Je vous disais tout à l'heure que depuis 2 ans, je fais des réunions publiques partout en France. Et donc, en fait, vous pensez à vous-même, en fait, du coup. C'est-à-dire, quand vous dites des gens qui n'ont pas exercé de fonction politique et qui sont dans la société civile, ça peut être des gens comme vous. Non, mais ça peut être des gens comme moi, mais pas tout seul. L'idée pour l'instant, c'est pas de dire qui va faire quoi. Évacuons une force politique directement. Est-ce que vous pensez à Jordan Bardella, par exemple, aujourd'hui, qui a encore fait campagne hier ? Mais Jordan Bardella, il peut tout à fait gagner la prochaine élection présidentielle si Marine Le Pen n'est pas candidate. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, il peut aussi ne pas la gagner. Et ce que je commençais à vous dire, et qui est la raison de ma réponse à ce que j'ai dit... Je ne vous laisse pas répondre, c'est ça l'idée ? Mais vous ne me laissez pas répondre. Alors, je vous laisse répondre. Alors que vous citez mon livre. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce que j'ai écrit dans mon livre. Depuis 2 ans, donc, je rencontre des gens
qui sont extrêmement inquiets de l'évolution de la situation et qui me disent en substance, ce ne sont pas ceux qui nous ont rendus malades qui vont nous guérir. Donc, à partir de là, il y a une attente de quelque chose de nouveau. Je constate par ailleurs qu'à chaque grand moment, grande crise de l'histoire de France, il y a eu des forces politiques nouvelles qui sont apparues avec une recomposition. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des freins au vrai changement politique en France, ce sont les haines recuites entre les dirigeants et les principaux dirigeants des différents partis. C'est-à-dire y compris le RN. Mais bien sûr, tous ces gens... quand vous parlez d'union des droites, par exemple, moi je pense que c'est plus une question de droite ou de gauche, c'est une question de patriotisme au sens le plus plein du terme. Et qu'on peut tout à fait avoir des gens qui sont aujourd'hui plutôt à gauche de l'échiquier politique, qui rejoignent une force qui a envie de mettre en œuvre ce dont on parle depuis, vous pensez à qui, par exemple ? À gauche ? Oui. Toute la gauche souverainiste. C'est-à-dire ? Toute la gauche souverainiste. Il reste qui en souverainiste de gauche ? Non, mais moi je laisse chacun se reconnaître. Peut-être qu'il y a des gens qui tweeteront... vous pensez que vous êtes gauche souverainiste, vous avez un visage en tête, qui est-il ? Il y a des gens à gauche qui sont sur des lignes... Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Écoutez, moi, le dernier qui me vient à l'esprit, c'est Jean-Pierre Chevènement, mais vous en avez peut-être des plus récents. Oui, mais chez des gens plus jeunes, il y a des gens à gauche qui sont... moi, il y a régulièrement des gens de gauche qui me disent... Et qui ce que tu Arnaud dis... vous parlez avec lui mais encore une fois, je vais pas vous donner de nom ce matin à l'antenne. Mais il y a des gens... Ce que je veux dire par là... Malheureusement, c'est que les incarnations font aujourd'hui les bulletins électoraux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense qu'il y a une attente pour des incarnations qui soient des incarnations nouvelles. Elles peuvent venir de la société civile, elles peuvent venir des élus locaux, elles peuvent venir de gens qui sont déjà connus de la classe politique au niveau national, mais qui n'y ont pas joué de rôle majeur. Mais je pense que les gens qui sont là depuis 20 ou 30 ans, profondément, ne sont plus attendus par le peuple. Peut-être que le système fait que l'un ou l'une d'entre eux ou d'entre elles gagnera la prochaine élection présidentielle, mais ça ne fera que repousser le problème. Je pense que les gens qui sont des politiques professionnels depuis des années ont eu des occasions d'avoir le courage de faire tout ce dont nous parlons et ne l'ont pas fait. Mais soyons concrets. Ont perdu leur légitimité. Soyons concrets. Bruno Retailleau, qui a eu un bref passage au pouvoir, mais qui a marqué les esprits, est-ce qu'il fait partie pour vous des gens usés ou des gens qui peuvent compter dans cette force d'avenir ? Je pense que Bruno Retailleau fait partie des gens qui est politique depuis longtemps, mais qui n'a pas eu d'exposition au grand public pendant longtemps. Donc c'est quelqu'un qui fait plutôt partie, et ça peut être un paradoxe compte tenu de son âge et de son parcours, mais qui fait plutôt partie d'une possible nouvelle classe politique. J'entends. Donc parmi les politiques professionnels, ceux qui n'ont pas encore exercé le pouvoir peuvent faire partie de l'élite nouvelle que vous appelez. Ceux à qui on ne pourra pas répondre dans un débat, et vous avez été au pouvoir pendant tant de temps, qu'avez-vous fait ? C'est à cause de vous qu'on en est là aujourd'hui. Si je peux me permettre à la question du RN, quoi qu'on en pense, ou des différents partis qui tournent autour de ça. Le RN n'a pas gouverné, ça c'est certain. J'ai pas dit que le RN n'avait aucune chance à la prochaine élection présidentielle. Je dis qu'aujourd'hui, vous m'avez posé la question, j'ai dit Jordan Bardella ou Marine Le Pen peuvent tout à fait gagner la prochaine élection présidentielle. Mais vous pouvez vous imaginer vous engager avec eux ? Mais ça n'est pas certain. Et est-ce que vous pouvez imaginer vous engager avec eux, comme le dit Mathieu ? Moi, je m'engagerai avec les gens qui sont, quelle que soit leur étiquette, dans une logique globale programmatique qui soit celle dont on parle depuis 3 quarts d'heure. Ok. Et vous pourriez structurer, c'est-à-dire que là, vous l'avez dit, vous avez fait plusieurs réunions publiques depuis 2 ans. Est-ce que vous avez envie de structurer vous-même ce rassemblement de bonne volonté Je vous ai dit, et je redis bien volontiers, que je suis très clairement, depuis 2 ou 3 ans, dans une logique d'engagement personnel, à une place qui sera à déterminer, parce que ça n'a pas de sens aujourd'hui de tirer des plans sur la comète sur un échiquier politique complètement chamboulé, comme on le voit tous les jours, mais que c'est absolument certain que je ne peux pas, moi, me résoudre à regarder mon pays couler. Et c'est aussi absolument certain que depuis que je me déplace et que je rencontre plein de gens, il y a des gens qui disent qu'ils seront à mes côtés d'une manière ou d'une autre au moment de cet engagement. Mais encore une fois, c'est bien prématuré de dire pour faire quoi et avec qui. De qui on peut s'inspirer dans les pays étrangers ? Est-ce qu'on s'inspire, par exemple, de Giorgia Meloni, qui est sur le point de mettre en place une série de mesures de fermeté, comme la présomption de légitime défense pour les policiers, qui a été zappée, pour ne pas utiliser un autre mot, en France ? Est-ce qu'on doit s'inspirer de Donald Trump, même si on le sent, il y a un léger recul sur la méthode de l'ICE ? Est-ce qu'on doit s'inspirer du Danemark, qui a des règles, on a l'impression, extra-européennes, alors qui font partie de l'Europe? De qui on s'inspire et comment et pourquoi? Ce que je trouve très intéressant dans les 3 exemples que vous venez de citer, c'est que ce sont des sensibilités politiques très différentes.
social-démocrate au Danemark, trumpiste, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler, aux États-Unis, plutôt de droite en Italie, mais qu'à chaque fois, il y a eu un succès politique. C'est-à-dire que Giorgia Meloni, par exemple, aujourd'hui, elle rassemble une coalition qui ne cesse de s'élargir au bout de 3 ans de pouvoir, ce qui est quand même très intéressant en termes de réussite, non seulement parce que le pays est plus important que les partis. Parce que le pays est plus important que les partis. Et ce que m'inspire votre question, c'est que avec du volontarisme, parce que j'ai employé le mot tout à l'heure, et ça vous a fait un peu sourire les uns les autres, pas méchamment, mais vous avez un peu souri. Mais non, mais parce qu'on était resté au milieu du gué, c'est pour ça que... L'homme prime le dogme, surtout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne soit intangible. Quand j'entends des gens qui disent on ne peut plus revenir sur tel texte, on ne peut plus revenir sur tel accord international, etc., ça n'est pas vrai. On peut, par exemple, moi je pense qu'il faut faire une réforme constitutionnelle pour recadrer la façon dont les juges aujourd'hui, par des interprétations de textes, ont complètement dénaturé les textes en question par rapport à l'intention de leurs auteurs. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une vision, il faut voir grand. Si on voit petit, si on voit juste une petite mesurette, etc., sans changer le cadre général, ça ne marchera pas. Et les exemples que vous venez de donner, ça montre que des peuples aussi différents que les peuples nordiques, des peuples de l'Est de l'Europe... Qu'est-ce qu'on prend à Trump, par exemple? Pardon? Qu'est-ce qu'on prend chez Trump, par exemple? On prend chez Trump un volontarisme politique. Mais par contre, on ne prend pas chez Trump une forme de violence sociale qui, à mon sens, devient contre-productive. Et on ne prend certainement pas chez Trump le fait de former des forces de police avec des pouvoirs exorbitants en ne les formant que pendant 15 jours, parce qu'on voit le résultat sur le terrain. Contre-productif? Contre-productif. Et au Danemark, qu'est-ce qu'on leur prend? Au Danemark, on leur prend beaucoup de choses. Songez qu'un certain nombre de mesures prises par les sociodémocrates au Danemark sont plus à droite que ce qui est dans le programme des partis de droite en France. C'est totalement lunaire. Je veux dire, à un moment, il faut aussi que les gens qui font de la politique arrivent à s'extraire de la crainte du jugement de cette fameuse superstructure dont je vous parlais tout à l'heure et de la presse de gauche et du 6e arrondissement de Paris. Je veux dire, à un moment, il faut revoir le peuple qui est 80% à attendre des grands changements et pas les 300 000 personnes qui sont hyper protégées et qui nient la réalité de l'évolution de ce pays. Si on vous suit depuis quelques années, c'est mon cas, vous êtes passé d'un discours d'expertise sur des questions de sécurité intérieure à plus largement un discours plus large d'appel au redressement national. Oui. 2027, c'est l'horizon. Est-ce que pour vous, si cette élection est perdue par votre camp au sens large, que je vous laisse caractériser, est-ce que c'est l'élection de la dernière chance, comme on dit? Alors, on avait déjà dit ça en 2022. C'est pour ça que j'ai l'impression que d'une fois à l'autre, ce terme revient, comme s'il y avait le sentiment d'un irréversible. Je pense que 2022, c'est une vraie occasion ratée. J'ai eu la faiblesse de penser un instant après l'élection qu'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui regarde les choses, allait avoir ce tournant de redressement en sécurité. Il a tellement dit qu'il ne serait pas un roi fainéant. Il ne l'a pas eu. Et avec des résultats qui sont catastrophiques en matière de sécurité, mais aussi en matière économique, on en parlait à l'instant. Oui, 2027, faut pas se louper. Je peux le dire autrement, est-ce qu'un jour il va être trop tard? Le gros risque qui nous pend au nez, c'est qu'un événement, quel qu'il soit, qui peut être anodin, qui peut être organisé, déclenche une vague de violence qu'on ne contiendra pas, qui durera des semaines et qui fera des centaines de morts. Voilà, maintenant, il faut dire les choses. Ça, c'est un risque que, pour moi, il faut essayer d'éviter, mais c'est peut-être malheureusement le fait qu'avec 40 années de lâcheté et de renoncement, on subisse un jour un gros choc qui permettra de corriger la trajectoire. Je préférerais que ce soit autrement et par la voie de la politique traditionnelle, mais faite différemment. Merci Thibaut de Montbrial d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Très bon dimanche sur Europe 1 et sur CNews.